L'histoire de Napoléon Bonaparte, le génie, l'empereur, la légende. Bienvenue sur cette chaîne consacrée aux grandes figures de l'histoire. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans le destin incroyable de Napoléon Bonaparte. Un homme qui, en quelques années seulement, est passé du statut de jeune provincial corse à celui d'empereur des Français, dominateur de l'Europe, puis exilé sur une île lointaine. Stratège hors pair, réformateur ambitieux, mais aussi dirigeant controversé, Napoléon a tout connu. La gloire, le pouvoir, la chute. Dans cette vidéo, nous allons retracer sa vie mouvementée, comprendre ses succès, ses échecs et surtout son héritage. Préparez-vous, car vous allez découvrir l'un des destins les plus fascinants de l'histoire de France. Chapitre 1. Les premiers pas en Corse. Napoléon Bonaparte naît le 15 août 1769 à Ajaccio, sur l'île de Corse, qui venait tout juste d'être annexée par la France. Sa famille, bien que noble, vit modestement. Le jeune Napoléon grandit dans une société encore marquée par l'identité corse et le rejet de la domination française. Enfant, il se montre studieux, réfléchi, parfois colérique et déjà ambitieux. Son père obtient une bourse pour qu'il parte faire ses études en France. À 9 ans, il quitte sa terre natale pour intégrer l'école militaire de Brienne. Il y découvre un monde froid, où son accent, sa pauvreté et ses origines lui valent moquerie et marginalisation. Mais Napoléon s'accroche. Il lit énormément, notamment sur Alexandre le Grand, Jules César, et se passionne pour les mathématiques et l'art de la guerre. À 16 ans, il devient officier d'artillerie. À 20 ans, il assiste, en simple spectateur pour l'instant, à l'effondrement de l'Ancien Régime. La Révolution éclate, et avec elle, une nouvelle ère commence. Chapitre 2. Naissance d'un général républicain. La Révolution, c'est le chaos, mais aussi une opportunité immense pour des hommes nouveaux. Napoléon, républicain convaincu, saisit cette chance. En 1793, lors du siège de Toulon, il propose une stratégie audacieuse pour reprendre la ville occupée par les royalistes et les Britanniques. Le plan fonctionne, Toulon est repris. Il est nommé général de brigade à 24 ans. Il gagne la faveur de Robespierre, mais après la chute de celui-ci, il est arrêté. Pendant quelques semaines, il pense que tout est fini. Mais 1 an plus tard, il reçoit un nouvel ordre de mission qui va changer sa vie. À Paris, en 1795, une insurrection royaliste menace la Convention. Napoléon prend le commandement de la défense de la capitale. Il utilise l'artillerie de manière décisive, dispersant les insurgés par ce qu'il appelle une volée de mitraille. Le gouvernement est sauvé. Impressionné, le directoire lui confie le commandement de l'armée d'Italie. À ce moment, Napoléon n'est qu'un jeune général parmi d'autres. Quelques mois plus tard, il deviendra une légende vivante. Chapitre 3. La campagne d'Italie, la naissance du mythe. En 1796, Napoléon prend la tête d'une armée affamée, mal équipée, peu motivée. Mais en quelques semaines, il transforme ses soldats en une armée victorieuse. Il enchaîne les batailles brillantes. Montenotte, Lodi, Castiglione, Arcole. Il écrase les Autrichiens et force le Saint-Empire à signer un traité. Il utilise la vitesse, l'effet de surprise et surtout son talent pour motiver les troupes. Ses proclamations deviennent célèbres. Vous êtes nus et mal nourris. Je vais vous conduire dans les plaines les plus fertiles du monde. Les soldats l'adorent. Le peuple commence à le vénérer et ses ennemis à le craindre. En parallèle, il organise la vie civile dans les territoires conquis, créant des républiques sœurs inspirées des idéaux révolutionnaires, mais sous contrôle français. À son retour en France en 1797, c'est un triomphe. Il est jeune, victorieux, charismatique et surtout, il sait manipuler son image. Il contrôle la presse, fait publier ses bulletins de victoire. Napoléon comprend l'importance de la communication bien avant l'invention des médias modernes. Chapitre 4. L'Égypte et le chemin vers le pouvoir suprême. Fort de son succès, il décide de frapper indirectement l'Angleterre en attaquant ses intérêts en Égypte. En 1798, il mène une expédition orientale ambitieuse. Il remporte la bataille des Pyramides, mais sa flotte est détruite par Nelson à Aboukir. La campagne militaire tourne mal, mais sur le plan culturel, elle est un immense succès. Napoléon emmène avec lui des savants, des architectes, des linguistes. C'est le début de l'égyptologie moderne. La célèbre pierre de Rosette est découverte à cette occasion. En France, le directoire est à bout de souffle. En 1799, Napoléon revient discrètement. Avec l'aide de quelques complices, il orchestre un coup d'État le 18 Brumaire. Le directoire est renversé, un nouveau régime est installé, le consulat. Napoléon devient premier consul. Il détient maintenant les pleins pouvoirs. Chapitre 5. La France réformée, le consulat en action.
Pendant 5 ans, Napoléon gouverne la France avec autorité. Il pacifie le pays, signe un concordat avec l'Église, restructure l'administration. Il crée la Banque de France, instaure le franc germinal, réorganise les lycées, les universités, les routes, les préfets. Mais surtout, il fait rédiger un nouveau corpus juridique, le Code civil. Ce texte, toujours en vigueur aujourd'hui, établit l'égalité devant la loi, le droit à la propriété, l'autorité paternelle et efface définitivement les privilèges de l'Ancien Régime. Le peuple le soutient massivement et en 1802, il est nommé consul à vie. 2 ans plus tard, il franchit une étape décisive. Il devient empereur des Français. Chapitre 6, l'Empire napoléonien, apogée et domination. Le sacre a lieu le 2 décembre 1804, en présence du pape Pie VII, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais Napoléon prend la couronne de ses propres mains pour se couronner lui-même. Un message fort, il tient son pouvoir de lui-même, pas de Dieu. Commence alors une décennie de guerres et de domination. Napoléon défait les coalitions européennes une à une. À Austerlitz, il bat les armées russes et autrichiennes. À Iéna, il écrase la Prusse. À Wagram, il lamine encore l'Autriche. Son génie militaire impressionne. Il manœuvre rapidement, frappe fort, exploite la confusion. Il modernise la guerre, innove en logistique et impose un rythme que ses ennemis ne parviennent pas à suivre. Mais l'Empire s'étend trop. Il est bâti sur la guerre et pour le maintenir, il faut sans cesse combattre. Les peuples occupés se révoltent, l'usure s'installe. Et surtout, l'Angleterre reste invaincue. Chapitre 7, l'erreur de trop, la campagne de Russie. En 1812, Napoléon décide d'envahir la Russie. Il réunit la Grande Armée, 600 000 hommes venus de toute l'Europe. Mais les Russes refusent l'affrontement. Ils se replient, brûlent leurs villes, détruisent les vivres. Napoléon prend Moscou, vide est incendié. L'hiver s'abat sur les troupes. Le froid, la faim, les maladies, les attaques, c'est une hécatombe. À peine 30 000 survivants reviendront. L'aura d'invincibilité de Napoléon est brisée. Les ennemis se regroupent. En 1813, à Leipzig, il subit une lourde défaite. En 1814, Paris tombe. Il abdique et part en exil sur l'île d'Elbe, au large de l'Italie. Chapitre 8, les 100 jours et Waterloo, l'acte final. En mars 1815, Napoléon s'évade. Il débarque à Golfe-Juan. En quelques jours, il rallie les troupes françaises à sa cause. Louis XVIII s'enfuit. C'est le début des 100 jours. Mais les Alliés ne tolèrent pas son retour. Le 18 juin 1815, près du village de Waterloo en Belgique, il affronte les troupes de Wellington et de Blücher. La bataille est rude, mais à la fin de la journée, les forces coalisées prennent le dessus. Napoléon est vaincu. Il abdique une seconde fois. Cette fois, les Britanniques ne prennent aucun risque. Il est exilé loin, très loin, sur l'île de Sainte-Hélène, perdu dans l'Atlantique Sud. Il y passera 6 années de solitude, à dicter ses mémoires, à réfléchir, à ruminer. Il meurt le 5 mai 1821, à 51 ans. Conclusion. Napoléon entre légende et réalité. Napoléon Bonaparte fut l'un des hommes les plus puissants, les plus brillants, mais aussi les plus dangereux de son époque. Son œuvre est immense. Le Code civil, les réformes scolaires, administratives. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un commentaire. Et dites-nous, Napoléon selon vous, c'est un génie ou un despote? À très vite pour un nouveau voyage dans les grandes heures du passé.